Les jeunes filles des cités de la Grèce antique étaient généralement élevées par une nourrice. Elle restait la plupart du temps dans la partie de la maison réservée aux femmes, le gynécée, où elle filait et tissait. Si les preuves historiques évoquant des jeux entre jeunes filles sont moins nombreuses que celles décrivant des jeux entre garçons, on sait que de tels jeux ont existé. Par exemple, une statuette en terre cuite présente deux filles en train de pratiquer un jeu appelé ephedrismos. Il s'agissait de frapper à distance une pierre maintenue droite, à l'aide d'un galet ou d'une balle. La perdante devait fermer les yeux et porter la gagnante jusqu'à ce qu'elle réussisse à toucher de la main la pierre en question. À sa naissance, un enfant était présenté à son père, qui décidait alors de son sort. Si l'enfant était une fille ou présentait les signes d'un handicap, il était parfois abandonné, ce qui équivalait, la plupart du temps, à une condamnation à mort. Pour une jeune grecque, le mariage représentait l'aboutissement de son intégration à la société. L'espérance de vie moyenne des femmes était d'environ 40 ans. Par conséquent, la plupart des filles se mariaient jeunes, à l'âge de 14 ou 15 ans. Et bien sûr, on ne leur demandait pas leur consentement. Elles passaient naturellement, tout simplement de la tutelle de leur père à celle de leur époux. Les femmes mariées n'étaient pas des citoyennes à part entière et ne bénéficiaient pas des droits offerts par la citoyenneté. En revanche, elles recevaient une dot dont elles étaient les seules à pouvoir disposer. Mais si le mariage était un échec, la dot était rendue au père de la mariée. Une fois le mariage consommé, la jeune fille accédait au statut de jeune épouse. Elle conservait ce statut jusqu'à la naissance de son premier enfant, qui faisait officiellement d'elle une femme. Les familles aisées pouvaient embaucher du personnel ou employer des esclaves comme nourrices. C'était une sage précaution, car les enfants étaient vulnérables face aux maladies. L'éducation, en Grèce, était réservée aux garçons. Les familles riches engageaient parfois des précepteurs pour apprendre à leurs filles à lire, par exemple, mais ce n'était pas la règle, et la plupart des filles devaient se contenter d'apprendre à tenir une maison. Les femmes des cités de la Grèce antique n'avaient quasiment aucun droit politique. Et les hommes, tout-puissants, les dirigeaient à toutes les étapes de leur vie. Les tâches les plus importantes des femmes des villes étaient d'enfanter, de préférence des garçons, et de veiller à bien tenir leur maisonnée. La plupart du temps, les sorties des femmes hors de la maison se limitaient à des visites à des voisines, conformément aux coutumes. Les rares exceptions à ces règles strictes étaient les mariages, les obsèques et les fêtes religieuses, plaçant des femmes au premier plan. Dans la Grèce antique, les hommes consacraient l'essentiel de leur temps à la vie publique, alors que la vie domestique était dominée par les femmes. Une épouse athénienne s'occupait du foyer et répartissait son temps entre le filage, le tissage et la couture de vêtements. C'étaient généralement des esclaves féminines qui s'occupaient de préparer les repas et de veiller sur les enfants. Cependant, lorsqu'une famille était trop pauvre pour posséder beaucoup d'esclaves, l'épouse s'occupait de ces tâches. Le tissage était la principale occupation de la plupart des femmes grecques. C'était à elles de fabriquer des vêtements pour tous les membres de la famille, mais aussi de tisser d'autres étoffes pour la maison. Une tisseuse de talent était considérée comme un bon parti, puis une bonne épouse. Par exemple, Homère décrit Pénélope, l'épouse dévouée d'Ulysse, comme passant le plus clair de son temps à son métier à tisser. De même, sur de nombreux vases grecs, la représentation de femmes en train de tisser était associée à l'image d'une femme tenant un voile, qui était le symbole de l'épouse. On a trouvé des témoignages d'activités de tissage sur un lécite en céramique. Y sont représentées des femmes en train de peser la laine, de la filer, de travailler à un métier à tisser vertical et de plier des vêtements terminés. Une autre activité quotidienne de la Grèce antique consistait à rapporter de l'eau de la fontaine locale. Ceci permettait aux femmes d'avoir des relations sociales hors de chez elles. Les femmes prenaient également soin des tombes familiales. Elles y apportaient des offrandes et nouaient des rubans autour des stèles mortuaires. Les femmes pouvaient écouter les discours publics et se rendre dans certains sanctuaires, mais seulement si elles étaient accompagnées par un ou plusieurs hommes. Les temps ont bien changé heureusement, mais il reste encore des pays
où ce système perdure, malheureusement. Les femmes de la Grèce antique préparaient les repas dans la cuisine. Mais, dans la mesure où le matériel était de petite taille et transportable, il leur arrivait aussi de cuisiner dans la cour centrale. Les femmes y pratiquaient aussi d'autres activités domestiques. Les visiteurs masculins et les passants n'assistaient que rarement à ces activités, car l'architecture des habitations grecques classiques respectait la norme sociale selon laquelle on ne devait pas voir les femmes au travail. Les femmes cuisinaient le plus souvent dans une pièce ou un ensemble de salles à l'arrière de la maison, là où on ne pouvait pas les voir. Mais de nombreuses représentations artistiques montrent que les repas étaient parfois préparés dans la cour, où les femmes pouvaient profiter du plein air. L'historien Strabon a déclaré que le temple d'Aphrodite était l'un des monuments les plus célèbres de Corinthe. Il le devait surtout aux femmes qui y officiaient. Ces étaïres, ainsi qu'on les appelait, étaient offertes à la déesse par des hommes et des femmes. Sans grande surprise, le temple d'Aphrodite contribuait largement à la richesse de Corinthe. Les étaïres étaient la principale attraction du temple, et nombreux étaient ceux qui venaient à Corinthe chercher leur compagnie, pour laquelle ils dépensaient sans compter. Les étaïres. À Athènes, c'était au légendaire législateur Solon que l'on attribue la création de bordels d'État au prix réglementé. Ces établissements employaient des hommes et des femmes de tous âges et avaient une clientèle essentiellement masculine. J'espère que tu as trouvé la visite intéressante. La vie des femmes grecques était nettement plus recluse que celle des hommes. Mais cela ne les empêchait pas de faire preuve de force et de dignité. Y a-t-il autre chose que tu aimerais faire? Tu veux que je t'interroge? Parfait. Commençons par une question facile. Comment appelait-on les quartiers de la femme dans une maison grecque? Maintenant, une autre question. À quelle divinité était consacré le temple de Corinthe dont on dit qu'il employait les étaïres? C'est presque fini. Plus qu'une question. Comment s'appelait la femme d'Ulysse? Le gynécée était le lieu où les jeunes filles passaient leur journée à filer et à tisser. Aphrodite était la déesse de l'amour et de la passion. Il est donc normal que son temple ait eu une fonction aussi ardente. Pénélope a été la fidèle épouse d'Ulysse, qui ne cessa de tisser en attendant que son mari revienne de la guerre.